Tu n'es qu'une honte pour cette famille. Une disgrâce. Ce furent les derniers mots que mon père, Tancrède Vasseur, m'a hurlé au visage avant que la lourde porte en chêne du manoir ne se referme, effaçant la vie que je croyais être la mienne. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement marché dans la nuit glaciale de grâce, emportant avec moi la brûlure d'une gifle que je ne méritais pas et une promesse silencieuse: il regretterait ce jour. Je m'appelle Iseult, et ce moment précis a coupé mon existence en deux. 9 ans plus tard, le destin m'a ramené devant eux, non pas comme la fille brisée qu'ils avaient jetée, mais comme la femme qui tenait leur avenir entre ses mains manucurées. Avant de vous raconter comment j'ai fait tomber ceux qui se croyaient intouchables, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'adore voir notre communauté grandir à travers le monde. Maintenant, revenons à cette nuit fatidique où tout a basculé. L'atmosphère dans la salle à manger ce soir-là était suffocante, saturée d'odeurs contradictoires que mon nez, maudit ou béni, percevait avec une acuité douloureuse. Il y avait l'arôme riche du bœuf bourguignon qui mijotait, l'odeur métallique de l'argenterie polie, mais surtout, cette fragrance entêtante et vulgaire que portait notre invité. Enguerrand de Montluc. Un homme de 38 ans dont la fortune familiale reposait sur des vignobles, mais dont l'âme sentait le vieux cognac et la cupidité. Mon père, Tancrède, trônait en bout de table, la posture rigide, surveillant le repas comme un général surveille une bataille. À sa droite, ma mère, Sibylle, mangeait en silence, ses gestes si mesurés qu'elle semblait vouloir disparaître. Et puis, il y avait Mélisande. Ma sœur aînée. 32 ans, la fierté de la famille, le soleil autour duquel mes parents gravitaient. Elle portait une robe rouge sang, trop habillée pour un simple dîner, et son sourire en coin me donnait la nausée. Elle dégageait une odeur de vanille synthétique et de satisfaction malsaine. Moi, j'avais 19 ans. J'étais assise là, essayant de me faire toute petite, priant pour que le repas se termine. Je ne savais pas encore que mon sort avait été scellé bien avant que je n'entre dans cette pièce. Iseult, commença mon père, sa voix résonnant contre les murs lambrissés. Il ne me regardait pas vraiment, il m'évaluait. Enguerrand et moi avons eu une discussion très fructueuse cet après-midi concernant l'avenir de nos deux maisons. Je sentis mes muscles se tendre. L'instinct, ce sixième sens qui m'avait toujours guidé dans la création de parfums, m'envoya un signal d'alarme violent. Les champs de roses de grand-mère ont besoin d'investissement, continua-t-il en essuyant le coin de sa bouche. Et la famille de Montluc cherche à diversifier ses actifs. C'est une alliance naturelle. Mélisande émit un petit rire cristallin, posant sa main sur celle d'Enguerrand. C'est une opportunité merveilleuse, n'est-ce pas? Enguerrand tourna son regard vers moi. Ce n'était pas le regard d'un homme qui voit une femme. C'était le regard d'un acheteur qui inspecte une jument avant de signer le chèque. Il sourit, révélant des dents légèrement jaunies. Iseult, dit-il d'une voix pâteuse. Ton père m'a parlé de tes talents olfactifs. Il paraît que tu détiens le carnet de formules de ta grand-mère. C'est un atout charmant pour une future épouse. Le temps s'arrêta. Future épouse. Les mots flottaient dans l'air, lourds et toxiques. Je regardai ma mère. Elle baissa les yeux, fixant son assiette avec une intensité désespérée. Je regardai Mélisande. Elle rayonnait de triomphe. Elle, l'aînée, n'était pas sacrifiée. C'était moi, la cadette, l'étrange, celle qui passait trop de temps dans les jardins, qui était offerte en tribut. Pardon? Ma voix n'était qu'un murmure. Ne joue pas à l'idiote, trancha mon père. Tu vas épouser Enguerrand. Le mariage est prévu pour le mois prochain. C'est arrangé. C'est pour le bien de la famille. Le bien de la famille. Cette phrase, je l'avais entendue toute mon enfance pour justifier les caprices de Mélisande, les absences de mon père, la soumission de ma mère. Mais là, c'était différent. Il ne demandait pas mon avis. Il me vendait. Et pire que mon corps, il vendait mon âme, le carnet de notes de ma grand-mère, la seule personne qui m'avait jamais aimé, la seule chose qui m'appartenait vraiment. La colère, froide et tranchante, monta en moi. Ce n'était pas une explosion, mais une cristallisation. Je posai mes couverts avec une délicatesse qui contrastait avec la tempête intérieure. Non, dis-je. Le mot tomba dans le silence de la pièce comme une pierre dans un lac gelé. Tancrède cligna des yeux, comme s'il n'avait pas bien entendu.
Mélisande laissa échapper un hoquet de surprise feinte. Enguerrand, lui, perdit son sourire, son visage se fermant instantanément. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda mon père, sa voix baissant d'une octave, un signe avant-coureur de danger que nous connaissions tous trop bien. Je me levai, mes jambes tremblant légèrement sous la nappe, mais je gardai le menton haut. J'ai dit non. Je n'épouserai pas cet homme. Je ne suis pas une marchandise, père. Et le carnet de grand-mère ne quittera jamais mes mains. Il ne finira pas dans les coffres d'un homme qui ne sait pas distinguer une rose centifolia d'une rose damascena. Mélisande éclata de rire, un son aigu et cruel. Regarde-la, papa. Elle se prend pour une artiste. Tu crois vraiment que tu as le choix, petite sotte? Je te laisse cette opportunité par pitié. Enguerrand est riche. Il peut sauver le domaine que nous avons un peu de mal à gérer. Tu devrais nous remercier. Te remercier, crachai-je, me tournant vers elle. Tu me vends pour couvrir tes dépenses excessives et les mauvais investissements de père? Je ne suis pas aveugle, Mélisande. Je vois les comptes. Je sais que vous coulez. Le bruit fut assourdissant. Tancrède s'était levé si brusquement que sa chaise s'était renversée. En deux enjambées, il fut sur moi. Je n'eus pas le temps de reculer. Sa main s'abattit sur ma joue avec une violence inouïe. Le claquement résonna, suivi d'un silence de mort. Ma tête partit sur le côté, la douleur irradiant dans ma mâchoire, le goût métallique du sang envahissant ma bouche. Je portai la main à ma joue brûlante, mes yeux embués de larmes que je refusais de laisser couler. « Comment oses-tu » hurla-t-il, son visage pourpre de rage. « Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu vis sous mon toit, tu manges ma nourriture, et tu oses me juger? Tu oses refuser ?» Ma mère poussa un petit cri étouffé, mais elle ne bougea pas. Elle resta assise, pétrifiée, complice par son inaction. C'était peut-être ça, le plus douloureux. Pas la gifle, mais le silence de celle qui m'avait mise au monde. Tancrède me saisit par le bras, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans ma chair. Il me rapprocha de son visage, son haleine de vin rouge m'esséurant. « Écoute-moi bien, Iseult. Tu as deux choix ce soir. Soit tu t'excuses auprès d'Enguerrand, tu acceptes ce mariage et tu nous donnes ce maudit carnet, soit tu sors de cette maison. Maintenant. » Il me relâcha brutalement, me faisant trébucher. « Et si tu pars, ajouta-t-il avec un sourire cruel, tu pars avec ce que tu as sur le dos. Pas de valise. Pas de téléphone. Pas un centime. Tu verras combien de temps ta dignité te gardera au chaud dehors. » Je regardais autour de moi. Enguerrand buvait son vin, indifférent, comme s'il assistait à une pièce de théâtre ennuyeuse. Mélisande me regardait avec dégoût, comme si j'étais une tache sur son tapis persan. Ma mère pleurait silencieusement, mais ne levait pas les yeux. Le choix était terrifiant. Dehors, c'était l'hiver. La nuit. L'inconnu. Ici, c'était la sécurité matérielle, mais c'était aussi la mort de mon âme. Si je restais, je devenais l'esclave de ces gens. Si je partais, je risquais tout. Je pris une profonde inspiration. L'odeur de leur trahison était insupportable. « Gardez votre argent, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru possible. Gardez votre maison. Gardez vos dettes. Je préfère mourir de froid que de vivre une seconde de plus avec des monstres comme vous. » Je me tournai vers la porte. « Tu reviendras en rampant » cria Tancrède derrière moi. « Dans 2 jours, tu seras à genoux devant ma porte. Tu n'es rien sans moi. » Rien. Je ne me suis pas retournée. J'ai franchi le seuil et le claquement de la porte derrière moi a sonné comme un coup de feu. Je me suis retrouvée seule, dans l'allée sombre, sans manteau, avec pour seule richesse ma fierté et le carnet de ma grand-mère caché contre ma poitrine, sous ma blouse. Dites-moi franchement dans les commentaires, à ma place, auriez-vous eu le courage de partir sans rien, ou auriez-vous cédé pour assurer votre sécurité? J'ai vraiment besoin de lire vos avis là-dessus. Le froid ne vous saisit pas tout de suite. D'abord, c'est l'adrénaline qui vous tient chaud. La rage fait bouillir le sang, vous donnant l'impression d'être invincible. J'ai marché d'un pas rapide, m'éloignant du quartier huppé où se trouvait le manoir familial, descendant vers le centre-ville de Grasse. Les lumières des maisons cossues s'éteignaient une à une, comme pour me signifier que je n'appartenais plus à ce monde. Mais après 1 heure, l'adrénaline est retombée,
et la réalité m'a frappé aussi violemment que la gifle de mon père. J'étais en chemisier de soie fine et pantalon de tailleur. La température avoisinait les 3 degrés. Mes dents se mirent à claquer de manière incontrôlable. J'ai cherché un endroit où aller. J'avais des amis, ou du moins, je le croyais. Je me suis dirigé vers une cabine téléphonique, mon portable étant resté sur la table du dîner, et j'ai utilisé les quelques pièces qui traînaient au fond de ma poche pour appeler Claire, ma meilleure amie depuis le lycée. Allô? Sa voix était ensommeillée. Claire, c'est Iseult. C'est horrible, mon père m'a mise dehors. Est-ce que je peux venir passer la nuit chez toi? Juste pour ce soir. Il y eut un silence gêné à l'autre bout du fil. Un silence qui dura une éternité. Écoute, Iseult. Ton père a appelé mes parents il y a 20 minutes. Il a dit que tu as volé de l'argent et que tu as fait une crise de nerfs. Il a dit que quiconque t'aide sera considéré comme complice et qu'il utilisera son influence pour, enfin, tu connais ton père. Mon père travaille pour la banque qui gère ses comptes. Je ne peux pas. Je suis désolée. Elle a raccroché. Le déclic sec de la ligne coupée résonna comme une seconde sentence. Il avait tout prévu. Il ne s'était pas contenté de me chasser, il voulait m'isoler, m'écraser, pour que sa prédiction se réalise et que je revienne en rampant. Cette nuit-là, j'ai dormi, si on peut appeler cela dormir, recroquevillé dans l'abribus près de la gare routière. Le banc en métal aspirait la chaleur de mon corps. Chaque bruit de moteur me faisait sursauter de peur que ce soit la police, ou pire, mon père venant savourer sa victoire. J'avais faim, j'avais froid, et je me sentais plus seule que je ne l'avais jamais été. Le lendemain, la réalité de mon bannissement est devenue encore plus claire. J'ai tenté de postuler dans 3 petites parfumeries locales. À Grasse, tout le monde se connaît. Dès que je prononçais mon nom de famille, les visages se fermaient. Désolée, mademoiselle Vasseur, nous ne cherchons personne. Votre père nous a prévenus de votre instabilité. Partez, nous ne voulons pas d'ennui avec monsieur Tancrède. Il avait verrouillé la ville. J'étais devenue une paria dans la capitale mondiale du parfum, l'endroit même où je rêvais de briller. J'ai passé 3 jours ainsi, aéré, buvant de l'eau aux fontaines publiques, mangeant un demi-sandwich qu'un touriste avait laissé sur un banc. La dignité s'effrite vite quand l'estomac crie famine. Le 3e soir, alors que je fouillais discrètement dans les poubelles derrière le marché aux fleurs, cherchant des fruits abîmés, j'ai senti une odeur. Pas celle des ordures. Une odeur subtile, complexe, cachée sous la pourriture. C'était du jasmin de Grasse, mais d'une variété très ancienne, presque disparue. Sans réfléchir, guidé par mon nez, j'ai écarté les cartons pour trouver une petite gerbe de fleurs flétries mais odorantes. Tu as un bon nez, gamine. Je me suis figée. Une vieille femme se tenait là, appuyée sur une canne en bois noueux. Elle portait des vêtements rapiécés qui sentaient la terre, la lavande séchée et quelque chose de plus piquant, de l'ambre gris. La plupart des gens ne sentiraient que le poisson pourri, continua-t-elle en s'approchant. Ses yeux étaient vifs, perçants. Toi, tu as isolé le jasmin grandiflorum en plein milieu d'une décharge. Qui es-tu? Personne, répondis-je, serrant mon butin contre moi. Personne n'a un nez pareil, rétorqua-t-elle. Je m'appelle Honorine. Et toi, tu as l'air d'avoir besoin d'un repas chaud plus que de fleurs. Je ne le savais pas encore, mais cette rencontre au milieu des ordures allait changer le cours de mon histoire. Honorine n'était pas une simple grand-mère. C'était une légende oubliée, une ancienne née qui avait créé certains des parfums les plus iconiques des années 70 avant de se retirer, dégoûtée par l'industrialisation du métier. Elle vivait dans une vieille bergerie en ruine, loin de la ville, entourée d'un jardin sauvage qui semblait pousser selon sa propre volonté. Sa maison était un chaos indescriptible de flacons, d'alambics en cuivre, de plantes séchées suspendues au plafond comme des chauves-souris. Mais pour moi, c'était le paradis. L'air y était saturé d'essence pure. Elle m'a donné une soupe de légumes et un morceau de pain dur. Je n'avais jamais rien mangé d'aussi bon. Pendant que je dévorais mon repas, elle m'observait. « Alors, c'est toi la petite Vasseur qu'on a jetée ?» demanda-t-elle brusquement. J'ai failli m'étrangler. Comment savez-vous? Les nouvelles vont vite et les mauvaises encore plus vite. Tancrède est un imbécile. Il a toujours eu le nez bouché par l'argent. Mais toi, voyons voir ce que tu vaux. Elle posa 3 petits flacons bruns devant moi.
Identifie-les. Si tu te trompes, tu pars. C'était un test brutal. Mon avenir en dépendait. J'ouvris le premier. Bergamote de Calabre, dis-je instantanément. Récolte précoce, il y a une note verte très acide. Honorine ne scia pas le deuxième. Je humai. C'était plus complexe. Vétiver, d'Haïti. Mais, il est mélangé avec une trace de poivre rose? Non, de bail de genièvre. Un sourcil se leva sur son visage ridé. Le troisième. Le troisième flacon était un piège. Il ne sentait presque rien au début. Puis, une odeur animale, lourde, presque désagréable monta. Musc, murmurai-je. Mais pas synthétique. C'est du vrai musc tonquin. C'est illégal. Et, il y a une base de civette? Honorine sourit, révélant une dent en or. Tu peux rester. Tu dormiras dans la grange. Tu travailleras 10 heures par jour. Je ne te paierai pas, mais je t'apprendrai ce que ton père et ses chimistes en blouse blanche ne sauront jamais. La magie. Les 2 années suivantes furent les plus dures et les plus belles de ma vie. Honorine était un tyran. Elle me réveillait à 4 heures du matin pour récolter la rosée. Elle me faisait sentir les mêmes essences 1000 fois jusqu'à ce que je puisse distinguer si la lavande avait poussé à l'ombre ou au soleil. J'ai appris à composer, non pas avec des formules chimiques, mais avec des émotions. La colère sent le métal et le piment, disait-elle. Le chagrin sent la terre humide et le lys. Fais-moi un parfum qui sent le pardon. Je vivais dans la pauvreté absolue, portant des vêtements d'occasion, mais mon esprit s'aiguisait. J'avais commencé à créer mes propres mélanges, de petites fioles que je vendais discrètement sur un marché artisanal le dimanche, sous un faux nom, pour acheter de quoi manger. Je me sentais libre. J'étais en train de devenir quelqu'un. Mais je n'avais pas oublié que le malheur rôde toujours quand on commence à être heureux. Et le malheur portait le nom de ma sœur. Partie 5, le sabotage de la sœur parfaite ST, 700 CTA, Comco, c'était un dimanche matin ensoleillé, près de 2 ans après mon départ. J'avais réussi à louer un petit stand au bout du marché de Valbonne. Mes créations, bien que présentées dans des flacons simples, commençaient à avoir une petite réputation locale. Les touristes s'arrêtaient, intrigués par mes assemblages audacieux. Je venais de vendre 3 flacons de mon mélange pluie d'été et je souriais pour la première fois depuis longtemps. C'est alors que je l'ai vue. Mélisande. Elle traversait le marché, non pas pour acheter, mais pour parader. Elle était au bras d'un homme que je ne connaissais pas, riant fort. Soudain, son regard se posa sur moi. Son sourire se figea. Elle lâcha le bras de son compagnon et s'approcha, ses talons claquant sur les pavés comme des marteaux. Iseult? Elle prononça mon nom comme s'il s'agissait d'une insulte. Elle scruta mon stand modeste, mes vêtements simples, mes mains tachées d'huiles essentielles. Mon Dieu, tu es tombée bien bas. Tu vends de l'eau de toilette frelatée sur les marchés comme une gitane? Je travaille, Mélisande. C'est un concept qui t'échappe, je sais, répondis-je calmement, bien que mon cœur batte à tout rompre. Ses yeux se plissèrent. Elle vit que 2 clients attendaient pour payer. La jalousie, pure et verte, traversa son visage. Elle ne supportait pas que je puisse survivre, et encore moins réussir, même modestement, sans eux. Ces produits sont dangereux, cria-t-elle soudainement, attirant l'attention de la foule. Cette fille est une voleuse. Elle utilise des produits chimiques interdits. Ma famille a dû la chasser parce qu'elle empoisonnait les gens. Les clients reculèrent, effrayés. Mélisande, arrête, suppliai-je. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle s'avança et, d'un geste large et théâtral, renversa ma table. Les flacons se brisèrent sur le sol en pierre. Le bruit du verre cassé me déchira le cœur. Des mois de travail, mes précieuses essences, tout se répandit dans le caniveau, créant une flaque odorante et désolante. Oups, dit-elle avec un sourire innocent qui ne trompait personne. C'est pour le bien public. Tu devrais me remercier. Puis, elle s'approcha de moi et chuchota à mon oreille, assez bas pour que personne d'autre n'entende. Papa sait que tu es là. Il allait t'envoyer la police pour vente illégale. Je t'ai juste rendu service. Disparais, Iseult. Tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien.
Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière elle les débris de ma petite entreprise. Je suis resté là, au milieu des éclats de verre, les larmes coulant sur mes joues, humilié devant tout le marché. L'odeur de mes parfums brisés était suffocante. C'était l'odeur de la défaite. Ce soir-là, je suis retourné chez Honorine, brisée. Ils ne te laisseront jamais tranquille ici, dit la vieille femme en nettoyant mes plaies. Grâce est leur royaume. Si tu veux les battre, tu dois aller là où ils ne peuvent pas t'atteindre. Tu dois aller là où ton talent sera ta seule carte d'identité. Elle sortit une vieille enveloppe de sous son matelas. Elle contenait quelques billets. Va à Lyon. C'est une grande ville. L'industrie chimique y est puissante. Va là-bas, recommence et deviens si grande qu'ils devront lever la tête pour te regarder. J'ai pris le bus le lendemain matin. Je laissais Grâce derrière moi, mais j'emportais la haine comme carburant. Mélisande pensait m'avoir détruite. Elle venait juste de me libérer. Lyon est une ville de brume et de lumière, austère et magnifique. Pour moi, c'était une jungle de béton où personne ne connaissait le nom des Vasseurs. J'ai loué une chambre de bonne minuscule, sous les toits, où l'on tenait à peine debout. J'avais besoin d'argent, vite. Je n'ai pas pu trouver de poste de parfumeur. Sans diplôme officiel et sans référence, merci papa, aucune maison ne voulait de moi. J'ai dû avaler ma fierté. J'ai pris un poste d'agent d'entretien dans un grand laboratoire de chimie industrielle, Chimiora. Mes journées étaient longues. Je frottais les sols, je vidais les poubelles de chimistes qui ne savaient même pas que je parlais leur langue. Mais la nuit, quand le laboratoire était désert, je m'autorisais à respirer. Je lisais les formules laissées sur les tableaux blancs. Je sentais les échantillons oubliés sur les paillasses. Un soir, alors que je passais la serpillière dans le laboratoire principal, je me suis arrêté devant la paillasse du directeur de recherche, un certain Cyprien Delacroix. Il travaillait depuis des mois sur une commande cruciale, reproduire l'odeur naturelle de la pivoine pour un détergent de luxe, sans utiliser d'extrait naturel trop coûteux. J'avais vu Cyprien de loin. Il avait l'air épuisé, toujours le dernier à partir, les cheveux en bataille. Sur son tableau, la formule était raturée 1000 fois. Il était dans une impasse. Sa composition sentait le bonbon chimique, pas la fleur. Il manquait d'équilibre. Il mettait trop d'accent sur l'alcool phényléthylique et oubliait la nuance verte, la tige. Je savais que je risquais ma place. Mais la tentation était trop forte. C'était plus fort que moi. J'ai pris un marqueur effaçable. D'une main tremblante, j'ai corrigé sa formule. J'ai réduit le dosage de base et ajouté une trace infime d'acétate de géranil et une goutte d'indole pour donner de la profondeur. J'ai laissé un petit post-it jaune à côté, elle a besoin de respirer. C'est trop sucré. Essayez ça. Le fantôme de minuit. Le lendemain, je suis arrivé au travail la peur au ventre, m'attendant à être renvoyé pour avoir touché au matériel. L'ambiance dans le labo était électrique. Tout le monde s'agitait autour de la paillasse de Cyprien. « Qui a fait ça ?» demandait-il d'une voix forte. Je me suis figé, serrant mon chariot de ménage. C'était la fin. J'allais être viré. Cyprien a levé la tête et a scanné la pièce. Son regard s'est posé sur moi. Il s'est approché, tenant le post-it jaune. Mon cœur battait dans ma gorge. « C'est toi ?» demanda-t-il doucement. Il ne regardait pas mon uniforme bleu de nettoyeuse. Il regardait mes yeux. Je suis désolé, monsieur. Je nettoyais et j'ai juste pensé que... Désolé ? Il a soudainement souri, un sourire large et fatigué qui a illuminé son visage. Tu viens de sauver un contrat de 2 millions d'euros. C'est parfait. C'est exactement ce qui manquait. Qui es-tu bon sang, et pourquoi tu laves mes sols au lieu de travailler avec moi ? Je suis Iseult, dis-je, sentant pour la première fois depuis des années que je n'avais pas à avoir honte. Eh bien, Iseult, pose cette serpillière, ordonna-t-il. À partir d'aujourd'hui, tu es ma collaboratrice. On a du travail. Ce moment n'était pas seulement une promotion. C'était la naissance de ma revanche. Travailler avec Cyprien était une révélation. Il était un chimiste brillant, maîtrisant la science moléculaire comme personne, mais il manquait d'intuition artistique. J'étais le chaos créatif, il était l'ordre structurel. Ensemble, nous étions invincibles.
Nous avons quitté Chimiora un an plus tard pour fonder notre propre maison, l'Éther. Nous avons commencé dans un garage aménagé à Lyon, cliché, je sais, mais vrai. Notre premier parfum, Cendre et Diamant, inspiré par ma propre histoire de résilience, a été un succès culte immédiat. Il ne ressemblait à rien de ce qui existait sur le marché, une base fumée, presque âcre, qui s'ouvrait sur une note florale éblouissante. Pendant 5 ans, nous avons travaillé comme des forcenés. J'ai gardé mon identité secrète. Dans la presse, j'étais le nez fantôme. Je ne voulais pas que mon père sache que j'étais derrière ce succès. Je voulais qu'il soit terrassé par la surprise le moment venu. Et au milieu de ces flacons et de ces longues nuits de travail, quelque chose d'autre s'est produit. Cyprien. Il n'était pas comme Enguerrand. Il ne me voyait pas comme un trophée ou un utérus pour produire des héritiers. Il me voyait comme son égal. Il aimait mes cicatrices autant que mes talents. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime sur les quais de Saône. Pas de grande fête, pas de famille, de mon côté du moins, juste nous et l'avenir. Pour la première fois, j'avais une famille que j'avais choisie. En 6 ans, l'Éther est devenu une puissance. Nous avions des boutiques à Paris, Tokyo, New York. Mon compte en banque affichait des chiffres que je n'aurais jamais osé imaginer. J'avais tout. Sauf la paix. Car au fond de moi, la petite fille de 17 ans continuait de grelotter dans le froid de Grasse, attendant que justice soit faite. Et cette justice arriva sous la forme d'un dossier épais déposé sur mon bureau par un détective privé que je payais depuis des années. « C'est le moment, Madame Delacroix, dit-il. Ils sont au bord du gouffre. » J'ai ouvert le dossier. Les photos étaient accablantes. Le manoir Vasseur se délabrait. Les vignes étaient malades. Mais le plus choquant, c'était le rapport financier. Mélisande, ma géniale sœur, avait siphonné les comptes de l'entreprise pour financer son train de vie luxueux à Monaco, laissant l'entreprise familiale avec une dette colossale. Mais ce qui m'a fait bondir, c'est la dernière page. Tancrède, acculé, s'apprêtait à vendre le domaine historique, y compris les champs de roses centenaires de ma grand-mère, à un promoteur immobilier qui voulait tout raser pour construire un complexe hôtelier. Ils allaient détruire l'héritage de ma grand-mère pour payer leurs dettes de jeu et de vanité. Je sentis la colère remonter, aussi vive qu'au premier jour. Mais cette fois, je n'étais plus impuissante. J'avais l'argent. J'avais le pouvoir. J'avais la stratégie. Cyprien, dis-je en appelant mon mari. Prépare le jet. Nous rentrons à la maison. Ils vont tout raser, répétai-je, la voix tremblante de rage contenue. Cyprien posa sa main sur mon épaule, lisant le rapport par-dessus moi. Le domaine des roses. C'est là que tu as appris à sentir, n'est-ce pas? C'est le seul endroit pur dans cette histoire sordide, répondis-je. Si ce promoteur achète, ils bétonneront les champs. L'âme de ma grand-mère disparaîtra à jamais. Je ne peux pas laisser faire ça. Mais je ne voulais pas simplement les sauver. Les sauver aurait été trop facile, trop charitable. Ils ne méritaient pas ma charité. Ils méritaient une leçon. Une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai élaboré un plan froid et précis, comme une formule chimique instable prête à exploser. Nous avons créé une société écran, un fonds d'investissement suisse nommé Nemesis Capital. Via des intermédiaires, nous avons approché mon père avec une offre de rachat de la dette et du domaine. L'offre était généreuse, trop généreuse pour être refusée par des gens désespérés, mais elle venait avec des conditions strictes. La condition numéro 1, la vente devait se signer en personne, au manoir, en présence de toute la famille Vasseur. La condition numéro 2, l'acheteur arriverait par jet privé à l'aéroport de Cannes-Mandelieu, et la famille Vasseur devait être présente sur le tarmac pour l'accueillir avec les honneurs dus à un sauveur. C'était mesquin? Oui. C'était théâtral? Absolument. Mais après avoir été traité comme une ordure, je voulais qu'ils voient exactement ce qu'ils avaient jeté. Mon père a mordu à l'hameçon immédiatement. Le détective m'a rapporté qu'ils étaient en effervescence. Tancrède se vantait déjà dans tout Grasse qu'il avait trouvé un partenaire international pour étendre l'empire. Mélisande s'était acheté une nouvelle tenue, probablement à crédit, pour impressionner ce mystérieux investisseur, espérant peut-être le séduire. Il n'avait aucune idée de qui allait descendre de cet avion. La nuit avant le départ, je n'ai pas dormi. Je pensais à ma mère. Sibylle. Était-elle toujours aussi silencieuse?
Allait-elle enfin me regarder dans les yeux? Et Mélisande, comment réagirait-elle en voyant que la gitane du marché valait maintenant plus que toute sa vie réunie? Tu es prête? Me demanda Cyprien au petit matin, en ajustant sa cravate. Je me suis regardée dans le miroir. Je portais un tailleur blanc immaculé de chez Dior, des lunettes de soleil oversize, et une montre qui valait le prix de la voiture de mon père. Mais ce n'était pas l'argent qui me donnait de la force. C'était le carnet de ma grand-mère, toujours dans mon sac, en sécurité. Je suis prête, dis-je. Allons récupérer ce qui m'appartient. Le vol entre Lyon et Cannes fut court, mais chaque minute semblait durer 1 heure. Je regardais les nuages par le hublot, mon esprit rejouant les scénarios possibles. Et s'ils ne venaient pas? Et s'ils me chassaient à nouveau? Non. Ils avaient trop besoin d'argent. La cupidité est une laisse très solide, et je tenais la poignée. Le pilote annonça l'atterrissage. Le Gulfstream G650 de l'Éther amorça sa descente vers la Côte d'Azur. La mer scintillait en bas, indifférente à nos drames humains. Rappelle-toi, me chuchota Cyprien en me prenant la main alors que les roues touchaient le tarmac. Tu n'es plus la victime. Tu es le patron. L'avion roula jusqu'au terminal privé. De mon siège, je pouvais les voir à travers le hublot. Ils étaient là. 3 petites silhouettes alignées près d'une berline noire un peu poussiéreuse. Tancrède avait vieilli. Ses cheveux étaient blancs, ses épaules voûtées, mais il essayait de garder cette posture arrogante que je détestais tant. Ma mère semblait encore plus petite, perdue dans un manteau gris. Et Mélisande. Elle portait une robe flashy, tripotant nerveusement ses cheveux, le visage marqué par l'impatience et l'anxiété. Ils ressemblaient à des vautours attendant une carcasse, sans savoir qu'ils étaient la proie. Le commandant de bord coupa les moteurs. Le silence tomba dans la cabine. C'était le calme avant la tempête. « Mesdames et messieurs, bienvenue à Cannes », dit l'hôtesse en ouvrant la porte de l'appareil. L'escalier se déploya. Cyprien se leva le premier. Il descendit les marches avec une aisance naturelle. Je vis mon père s'avancer vers lui, la main tendue, un sourire obséquieux collé sur le visage. Il pensait que Cyprien était l'investisseur. « Monsieur. Quel honneur. Je suis Tancrède Vasseur, l'entendis-je dire depuis le haut des marches. » Cyprien ignora sa main. Il se tourna simplement vers l'avion et tendit le bras pour m'aider à descendre. C'était mon moment. Je pris une profonde inspiration, m'emplissant les poumons de l'air salin et familier du sud. Je sortis de l'ombre de la cabine pour entrer dans la lumière éblouissante du soleil. Mes talons claquèrent sur le métal des marches. J'avançais lentement, savourant chaque seconde. Je voyais leur visage se lever vers moi. Au début, il n'y eut que de la curiosité. Une femme élégante, riche, puissante. Puis, je suis arrivé au bas des marches. Je me suis arrêté à 2 m. Le silence était absolu, seulement troublé par le bruit du vent. Lentement, délibérément, j'ai retiré mes lunettes de soleil. L'effet fut instantané. C'était comme voir un barrage céder au ralenti. Le sourire de Tancrède vacilla, puis disparut totalement, remplacé par une expression de pure incrédulité. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux faisaient des allers-retours entre mon visage et l'avion, essayant de connecter la fille en haillons qu'il avait chassée avec la femme milliardaire qui se tenait devant lui. Mélisande lâcha son sac à main. Il tomba sur le tarmac avec un bruit sourd. Elle devint livide, sa peau prenant une teinte cireuse. « Non » murmura-t-elle. « C'est impossible. » Ma mère porta ses mains à sa bouche, ses yeux s'emplissant instantanément de larmes. « Iseult » sanglota-t-elle. « Mon Dieu, c'est Iseult. »« Bonjour, père. »« Bonjour, mère. »« Mélisande, dis-je. » Ma voix était calme, glaciale, contrôlée. Rien à voir avec la voix tremblante de mes 17 ans. « Iseult » croassa Tancrède, retrouvant enfin l'usage de la parole. « C'est toi ? Mais, ce jet ? Cette situation ? Tu attendais Némésie capitale, n'est-ce pas ? Dis-je en lui tendant non pas ma main, mais une carte de visite. C'est moi. Je suis Némésie. Et je suis l'Éther. Il regarda la carte comme si c'était un objet extraterrestre. Le nom de ma société était partout.
Il avait dû lire des articles sur le succès fulgurant de l'éther, mais il n'avait jamais fait le lien. Son arrogance l'avait aveuglé. Mais, comment, balbutia Mélisande, la jalousie commençant déjà à remplacer le choc. Tu étais une clocharde. J'ai vu tes flacons cassés dans le caniveau. Tu as cassé mes flacons, Mélisande, corrigeai-je froidement. Mais tu n'as pas cassé mon talent. Contrairement à toi, je n'ai pas eu besoin du nom de papa pour réussir. J'ai construit un empire pendant que tu coulais celui-ci. Cyprien s'avança, posant une main protectrice dans mon dos. Monsieur Vasseur, nous avons un rendez-vous pour signer la cession, n'est-ce pas? Mon épouse a un emploi du temps très chargé. Nous ne sommes pas là pour des retrouvailles sentimentales. Tancrède se redressa, essayant désespérément de reprendre le contrôle de la situation. On pouvait voir les rouages tourner dans sa tête, sa fille était riche. Elle était de retour. Il pouvait l'utiliser. Iseult, ma chérie, s'exclama-t-il en ouvrant les bras, un sourire faux réapparaissant sur son visage. Je savais que tu réussirais. J'ai été dur avec toi, c'est vrai, mais c'était pour te forger le caractère. Regarde-toi maintenant. C'est grâce à moi, au fond. Allez, viens embrasser ton père. J'ai reculé d'un pas, le regardant avec un dégoût absolu. Ne me touche pas. Ne t'avise plus jamais de me toucher. Nous allons au manoir pour signer les papiers. Et rien d'autre. Montez dans votre voiture. Nous vous suivrons. Nous sommes montés dans la limousine noire qui nous attendait. À travers la vitre teintée, j'ai vu mon père engueuler ma mère, gesticulant furieusement. La dynamique n'avait pas changé. Mais le pouvoir, lui, avait changé de camp. Ça va? Demanda Cyprien. Mieux que ça, répondis-je en regardant le paysage familier défiler. Je viens de voir la peur dans ses yeux. Et c'est le parfum le plus doux que j'ai jamais senti. Le retour au manoir fut surréaliste. Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent. Les meubles étaient les mêmes, mais les rideaux étaient fanés, les tapis usés. L'odeur de la maison n'était plus celle de la puissance, mais celle de la poussière et du désespoir masqué. Nous nous sommes installés dans la même salle à manger où, 9 ans plus tôt, ma vie avait éclaté. Je me suis assise à la place d'honneur, celle réservée aux invités de marque. Tancrède s'assit en face de moi, essayant de jouer au patriarche bienveillant. Alors, commença-t-il, se servant un verre de vin d'une main tremblante. Tu veux racheter la dette. C'est un geste noble, Iseult. Très noble. La famille doit s'entraider. Je suis prêt à te laisser une place au conseil d'administration. Avec ton argent et mon expérience, nous pourrons. Je levai la main pour l'interrompre. Cyprien sortit le dossier épais de sa mallette et le posa lourdement sur la table. Clarifions les choses, dis-je. Je ne suis pas ici pour aider. Je suis ici pour acquérir. Je rachète la dette auprès de la banque, ce qui fait de moi votre créancière principale. Et comme vous êtes en défaut de paiement depuis 6 mois, j'exerce ma garantie. Je saisis le domaine. Le silence tomba, plus lourd que le plomb. Tu ne peux pas faire ça, cria Mélisande. C'est ma maison. C'est mon héritage. Je tournai mon regard vers elle. Ton héritage? Parlons-en, Mélisande. J'ouvris le dossier à la page marquée. Parlons des 200 000 € détournés du compte de l'entreprise pour tes vacances aux Maldives l'année dernière. Parlons des fausses factures de consultants qui sont en réalité tes amis. C'est du détournement de fonds sociaux. C'est passible de prison. Mélisande devint blanche comme un linge. Elle regarda son père, cherchant de l'aide. Papa, elle ment. Tancrède regarda les documents que je lui glissais. Les preuves étaient irréfutables. Son visage s'affiça. Il comprit que sa fille parfaite l'avait volé. Tu m'as volé, murmura-t-il à Mélisande. J'avais besoin de maintenir les apparences, hurla-t-elle. Pour la famille. Assez, tranchez-je. Voici l'accord. Je rachète tout. Le manoir, l'usine et surtout les champs de roses. Vous partez. Tu nous mets à la rue, demanda ma mère d'une voix faible. C'était la première fois qu'elle parlait. Je la regardai, sentant une pointe de douleur. Non, maman. Je ne suis pas comme lui.
Je pointai mon père. J'ai acheté une petite maison confortable à Nice. Elle est à ton nom. Tu peux y vivre paisiblement. Avec lui, si tu le souhaites vraiment, bien que je ne comprenne pas pourquoi tu restes avec un homme qui t'a éteinte pendant 40 ans. Et moi? Demanda Mélisande. Toi, tu vas devoir travailler, dis-je avec un petit sourire. Je ne porte pas plainte pour les détournements si tu signes ta démission immédiate et que tu renonces à toute part dans l'héritage. Tu repartiras à zéro. Comme moi il y a 9 ans. Sauf que toi, tu as 32 ans et aucun talent. Bonne chance. Mélisande éclata en sanglots, la tête dans les mains. C'était un spectacle pathétique, mais nécessaire. Que auriez-vous ressenti à ce moment précis? De la pitié ou de la satisfaction? Dites-le-moi en commentaire, je suis curieuse. Tancrède, lui, ne pleurait pas. Il me regardait avec une haine pure. Tu es un monstre. Tu voles ta propre famille. Je me levai, dominant la table. Non, père. Je sauve l'héritage de grand-mère des Griffes des vautours que vous êtes devenus. Les champs de roses seront désormais gérés par des gens qui les aiment, pas par des gens qui ne voient que des signes euros. Signe les papiers. Maintenant. Il signa. Sa main tremblait tellement que la signature n'était qu'un gribouillis. Mais c'était fait. Le domaine était à moi. Une fois les signatures apposées, l'air dans la pièce sembla changer. La lourdeur disparut, remplacée par une clarté vide. C'était fini. Le lien toxique était rompu, non pas par l'amour, mais par un contrat légal. Je rangeai les documents dans la mallette. Je n'avais plus rien à leur dire. Pas d'adieu larmoyant, pas de fausses promesses de se revoir à Noël. Allons-y, dis-je à Cyprien. Nous nous dirigeâmes vers la sortie. Tancrède resta assis, fixant le mur, un homme brisé par son propre ego. Mélisande pleurait toujours. Ma mère nous suivit jusqu'au vestibule. Iseult, dit-elle doucement en me retenant par la manche. Je me retournai. Elle avait l'air si vieille, si fatiguée. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je n'ai pas eu le courage de te défendre ce soir-là. J'ai eu peur. Je l'ai regretté chaque jour pendant 9 ans. Je la regardai, et pour la première fois, je ne ressentis plus de colère envers elle, seulement une immense pitié. Elle avait choisi sa cage. Je ne pouvais pas la sauver d'elle-même. Je sais, maman, dis-je doucement. Profite de la maison à Nice. Essaie de vivre pour toi, pour une fois. Je l'embrassai sur la joue à un baiser léger, rapide, un adieu définitif et je franchis la porte. Dehors, le soleil de fin d'après-midi baignait le domaine d'une lumière dorée. Je pris une grande inspiration. L'odeur. C'était ça. L'odeur des roses centifolia, riche, miellée, poivrée. Elle m'appartenait à nouveau. Non, elle était libre à nouveau. Je confierais la gestion à Honorine et à une équipe de jeunes passionnés. Ce lieu allait devenir un sanctuaire, pas une usine à cash. Nous sommes montés dans la voiture pour retourner à l'aéroport. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Le manoir, mon père, ma sœur, tout cela appartenait au passé. Une note de fond qui s'était évaporée pour laisser place aux notes de cœur. Dans le jet, alors que nous décollions, laissant Grace devenir une tache minuscule en bas, Cyprien me servit une coupe de champagne. « À quoi trinque-t-on » demanda-t-il. « À la vengeance ?» J'ai réfléchi un instant, regardant les bulles monter dans le verre. « Non » répondis-je en souriant. « La vengeance, c'est pour ceux qui sont encore blessés. Nous sommes guéris. Trinquerons à la liberté. Et à l'avenir. Mon histoire n'est pas seulement celle d'une fille chassée qui revient riche. C'est l'histoire de la valeur que l'on se donne. Mon père m'avait dit que je ne valais rien, que j'étais zéro. J'aurais pu le croire. J'aurais pu disparaître. Mais j'ai choisi de définir ma propre valeur. Si vous traversez un moment sombre, si quelqu'un vous a fait croire que vous n'étiez pas assez bien, écoutez-moi, votre valeur ne dépend pas de leur opinion. Elle dépend de ce que vous faites quand la porte claque derrière vous. Ne cherchez pas à leur prouver qu'ils ont tort. Cherchez à vous prouver que vous avez raison. C'est ainsi que se termine mon voyage de retour. J'espère que cette histoire vous a donné la force de dire non à ce qui vous blesse et oui à qui vous êtes vraiment.
Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vous-même vécu une rupture familiale difficile, s'il vous plaît, laissez un j'aime et partagez votre expérience dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires de résilience et de justice. À bientôt. I haven't. You learn something new every day. How's he alive? Because he assembled. My ult charge. See, I was about to ult, but then they added a character who takes your ult. I mean, that's pretty balanced. That doesn't count. A shield never hurts. You're up, little one. This is gonna hurt. He's so weak. I got him. The Loki died before they could even use the ult. Time for Behind us on the tank. Spider. Oh, what? What? I just got deleted. Don't worry, I got you. Why do we have 3 tanks? You know what to do? I. Mango was not a tank before this. You stop them in their tracks. Mine's in place. Black Panther's behind me. It's spider time! Serious? Spurs. Are you serious? This is gonna hurt. You know what to do, spiders? Here comes trouble. Mine's in place. Oh my god, they're dying. I know that Guys are right at their spot. This is gonna hurt. Take everything! She'll take everything. Sorry, they kind of deserve that. Going all the way to their spawn. You know what's happening. I hear footsteps. Yeah, I hear that too. Up there! So loud. Oh! Fireworks. I know that sound. They're diving me. I'm getting COVID. I'm getting dove in. But look at them, they're Oh so my God. after me! Oh my god! I just had the Rogue and Captain America just like aura farming their way towards me. Why do we have one DPS and that DPS isn't one of Ready for us? another What go, are you guys Spider? doing so I get off DPS? What do you want me to do, Switch? I'll switch. Who Hey, is what Chuz the are you Mice? doing that? Tremble before fast! That guy's a fucking asshole. Motherfucker missed that shit. What is happening? I'm coming. I got fucked for a minute. Lucky. Here he goes. I actually don't know what's happening. We're alive. That's all that matters. She may got a point. Oh! I'm alive. Okay. We're good. They didn't know. Oh, Yeah, no. right.
Okay, I got one of them at least. That's all that matters. Even though they're all in the middle of me. Thank you, Tommy. Oh my god. Thank you, he's not even dead. But you're at least trying. So does he just not die? Oh, no. No, he doesn't.